Ouvre grand tes oreilles. Dans cet épisode, pour voyager aux côtés de Bruno Maltor, on a choisi Chapka Assurance, car ils sont vraiment simples, transparents, réactifs en cas de pépin, et surtout, ils sont sympas. C'est pourquoi on n'hésite pas. Avant de partir en reportage, on prend une assurance Chapka à chaque fois et on ne s'en plaint pas. Chapka assure tout type de voyageurs, aussi bien les vacanciers que ceux qui partent longtemps pour un tour du monde, un volontariat, un PVT ou étudier à l'étranger. On les remercie pour leur soutien. AR Magazine Voyageur, la bande son, un aller-retour du papier à l'oreille, des bonus, des rencontres, des reportages, un regard libre sur le voyage. Maintenant tu peux retirer les lunettes si tu veux. Ouais, super. Ça, c'est un truc de photographe, ça te savait là ? Ouais, c'est bien. Bienvenue à toi, je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR, Magazine Voyageur, et je t'emmène dans les coulisses de notre trimestriel. Et avant l'entretien avec Bruno Maltor, superstar des réseaux, c'est le shooting photo. On est dans l'entrée de l'hôtel Molitor à Paris. Il faut imaginer Bruno au volant d'une Rolls-Royce Corniche cabriolet qui a appartenu à Eric Cantona, une œuvre d'art entièrement taguée par un street artiste new-yorkais. Notre photographe Franck Ferville lui tourne autour et le fait marrer. Bruno se prête au jeu. Regarde-moi. Ouais. Tu peux retrouver quelques photos avec l'entretien dans le numéro AR57, actuellement en vente, un dossier spécial Japon. C'est bien. T'as déjà eu droit à une séance photo comme ça ? J'ai déjà eu droit quelques fois, mais celle-ci est assez atypique. Oh, t'es beau là. On connaissait Albator, le corsaire pirate, Terminator, l'assassin cybernétique. Voici Bruno Maltor, le globe-trotteur. Après le Guatemala, je voulais changer d'air et voyager de nouveau en Europe. Et pour ça, je me suis rendu dans sa capitale, Bruxelles. Mais Maltor, c'est ton vrai nom. C'est mon vrai nom. Depuis 10 ans qu'il a créé son blog Votre Tour du Monde, il promène sa casquette sur les routes de la planète et sur les réseaux. C'est d'ailleurs à ça qu'on le reconnaît, sa casquette à l'envers sur la tête. Bruno, c'est le mec sympa qui te fait voir du pays et qui te donne tous ses bons tuyaux photos. La semaine dernière, je vous ai demandé sur mon compte Instagram quelles étaient les vidéos que vous vouliez que je fasse. Et vous avez été très nombreux à me demander des conseils pour faire de plus belles photos en voyage. C'est donc le sujet du jour. Bonjour. Et ça marche à fond. Il empile en toute décontraction 1 million d'abonnés. Et il vient de lancer sa marque de vêtements et d'accessoires voyage. Périple, ça s'appelle. Mais pas de casquette en vue, que du bonnet de laine. Pas de maillot de bain non plus. Et pourtant, on est là, au bord de la piscine Molitor à Paris, piscine mythique art déco. Mais si on lui a donné rendez-vous ici, c'est plus pour la rime. Maltor à Molitor, ça commence fort ? Ça commence très bien, j'aime beaucoup les rimes, merci beaucoup. Alors moi quand j'étais au lycée c'était plus Maltor, Maltordu, je me rappelle. Il y avait eu comme blague, il y avait Bruno d'Agen, ça c'était plus au collège. Mais Maltor à Molitor j'aime bien. Est-ce que tu as un souvenir de piscine dans le monde ? Particulièrement là d'où je viens, en Haute-Loire, à Retournac. Alors Retournac c'est un village de 2000 habitants, un bourg de 2000 habitants. C'est là où j'ai grandi jusqu'à mes 17 ans et après je suis parti un peu à droite à gauche pour mes études et pour ma passion qui est le voyage. Mais à Retournac il y a une piscine extérieure en fait. Donc du coup j'y allais pas mal avec mes amis, etc. Et c'est là-bas que j'ai appris à nager, à Retournac, Saint-Jean, etc. Donc forcément piscine égale la Haute-Loire pour moi. Bienvenue en Auvergne, je suis trop content de faire cette vidéo, vous le savez peut-être pas, mais je suis un pur produit auvergnat. Je suis né dans le Puy-de-Dôme, à Ambert, j'ai grandi à Retournac, en Haute-Loire. Donc je sais à quel point cette région est magnifique et je sais aussi à quel point elle est sous-cotée. Donc si j'ai décidé de faire ce vlog, c'est pour vous montrer à quel point tout ça a été mon terrain de jeu pendant ma jeunesse et je sais que c'est canon. Après ses bons souvenirs, il enchaîne bac, BTS, école de commerce, TF1. Mais bon, le voyage c'est quand même son kiff absolu. Alors pour rigoler, il lance son blog de voyage il y a 10 ans et il se pique au jeu. Sa communauté grandit et voilà qu'il en vit. Mais comment devient-on influenceur, Bruno, qu'on en prenne de la graine ? Waouh. Comment on devient influenceur voyage, c'est une question qui est très vaste évidemment. Concrètement, on le devient peut-être sans le vouloir à la base, je dirais. Moi, quand j'ai lancé mon blog voyage il y a bientôt 10 ans, en 2012, il n'y avait pas de métier d'influenceur. Le mot influenceur, que je n'apprécie pas, mais qu'on donne souvent, il n'existait pas d'ailleurs. À l'époque, il n'y avait que Facebook et Twitter. Instagram venait de naître, mais personne n'était dessus. TikTok est arrivé en 2015-2016. Donc on était dans un monde totalement différent. Et la plupart des gens qui sont influenceurs voyage aujourd'hui sont des gens qui n'avaient pas lancé un blog ou des réseaux pour devenir influenceurs à la base, puisque ça n'existait pas.
Donc je dirais que faut être passionné bien évidemment, faut être très créatif aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de monde qui souhaite devenir influenceur. Il faut sortir un peu de la masse et donc créer du contenu original. Il faut être régulier, il faut être sur plusieurs réseaux. Ça fait déjà beaucoup de conseils qui peuvent paraître un peu bêtes, mais si on les applique, ça peut permettre peut-être d'arriver à s'en sortir. Créateur de contenu, le terme influenceur en soi, il me dérange pas trop, mais c'est plus la connotation autour qui va me déranger. Le côté gourou, le côté je trouve un peu négatif. Et même en fait ce que j'apprécie pas forcément, c'est que on est tous mis dans le même panier. C'est-à-dire que c'est comme si on disait artiste pour les DJ, les chanteurs. C'est pas vraiment le cas, c'est la même chose pour les influenceurs. On va autant mettre quelqu'un qui a fait de la télé-réalité, qui fait 150 sponsors par jour sur Instagram, qui a pas d'honnêteté intellectuelle par rapport à ses abonnés, etc., qu'un mec qui est là depuis beaucoup plus longtemps, qui a des valeurs, qui essaye de bien faire les choses, qui essaye de... Le terme influenceur, je trouve qu'il est un peu négatif. Je pense que créateur de contenu, ça a une connotation un peu différente, qui te montre que tu es là pour créer des choses, pour les partager, et pas juste pour influencer. Mais pour toi, c'est le plus beau métier du monde. Pour moi, j'ai le plus beau métier du monde que je n'aurais jamais pu espérer avoir il y a 10 ans de ça. J'ai créé mon métier et c'est un rêve éveillé au quotidien, sincèrement, parce que tous les jours, je me lève avec des idées nouvelles. Le jeu de société, par exemple, qu'on a sorti l'année dernière. Il y a 1 an, j'étais pas vraiment sur TikTok. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus. Il y a 2 ans, j'étais pas vraiment sur LinkedIn. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus. En fait, tous les jours, je me dis qu'est-ce que je peux faire de nouveau. Et moi qui aime bien être créatif, je trouve que c'est cool parce que c'est un métier qui me laisse vraiment carte blanche pour me faire plaisir. Donc tu es une petite entreprise à toi tout seul en fait, votre tour du monde. Ouais, je l'assume totalement. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà fait des vidéos qui expliquent comment je gagne ma vie. Et la vidéo elle dure 15 minutes et j'explique de A à Z quel est mon business model. À partir de ce constat-là, j'ai pas de honte à te dire comment je gagne ma vie avec l'affiliation, avec les collaborations avec les marques et les offices de tourisme, avec plein de choses. Et ouais, c'est une entreprise, c'est mon métier, donc c'est une entreprise. Et c'est trop cool. De la passion, il en faut énormément pour faire ce métier ultra exigeant. On se rend pas forcément compte, mais être blogueur voyage, c'est être bon en photo, bon en vidéo, bon en community management, bon en référencement, bref, plein de choses différentes. Et faut vraiment pas compter ses heures. Et comment tu expliques ton succès ? Alors je sais pas si on peut parler de succès, mais j'essaye toujours de me poser les questions, de me dire Internet dans 3 ans, à quoi ça va ressembler ? Et tu vois, par exemple, il y a 3 ans, je me disais qu'Internet, il y aurait beaucoup plus de vidéos. Instagram, il y a 3 ans, c'était beaucoup plus la photo, etc. Aujourd'hui, Instagram, c'est beaucoup plus la vidéo avec les stories, avec les Reels, avec les IGTV, etc., etc. Si tu regardes ton feed, il y a beaucoup plus de vidéos qu'auparavant. Mais moi, c'était déjà un pari que j'avais fait à me dire je vais faire encore plus de vidéos dans le futur. Donc, tu vois, toujours essayer de me dire à quoi va ressembler le futur, notamment par rapport aux réseaux sociaux, avec TikTok, même avec LinkedIn, qui est passé de, je crois, 8 millions à 14 millions d'utilisateurs en France en seulement 1 an, sur la dernière année, grâce au confinement notamment. Donc, moi, je suis sur LinkedIn depuis quelques années déjà, et comment je dirais, ma créativité m'ont essayé de faire ce que les autres ne font pas forcément, parce que beaucoup de gens sont que sur Instagram par exemple. Je pense que ça m'a aidé à créer une communauté qui est sur différents réseaux, et aujourd'hui j'ai plus d'1 million d'abonnés en cumulé sur tous mes réseaux, et je ne dépends pas que d'un seul réseau. Et alors dans 3 ans, qu'est-ce qui va se passer ? Trump va revenir au pouvoir, donc ça va être un peu la galère. Non, c'est quoi l'évolution alors ? Moi je pense qu'il y aura encore toujours plus de vidéos. Donc si on veut être présent sur Internet et en tout cas avoir de la viralité, avoir de l'engagement de la part des abonnés, il faut réfléchir vidéo et format court. Est-ce que pour faire ton métier, pour être influenceur, il faut être narcissique ? Super, ouais. Oh, t'es beau là. J'ai commencé mon blog, ça s'appelait Votre Tour du Monde. Jusqu'à 2016, tous mes réseaux s'appelaient Votre Tour du Monde, etc. Et j'ai compris en 2016 que les gens ne voulaient plus forcément suivre uniquement des pages avec des noms généraliste, parce que Votre Tour du Monde, c'est Tour du Monde, c'est Voyageurs autour du monde, on se rappelle pas trop. Mais j'ai compris en 2016 que les gens voulaient suivre des humains avant tout. Et c'est à ce moment-là uniquement que je me suis dit, je vais assumer la personne qui est derrière ce projet et je vais mettre mon nom sur mes réseaux. Et c'est d'ailleurs un beau tournant pour tout ce que j'ai pu créer, parce que je pense effectivement les gens, c'est pas une question de narcissisme, mais c'est une question de m'adapter à ce que les gens veulent de mes contenus. Mais quelle image de toi tu as ? Il y a le bru-bru du travail, qui a la casquette à l'envers, etc. Et t'as aussi le mec qui est dans sa vraie vie, entre guillemets, qui met pas la casquette. Et j'arrive vraiment à faire la part des choses entre le travail
Et effectivement, les réseaux et les chiffres qui peuvent parfois un peu donner le vertige, puisque j'ai la chance d'avoir plus d'1 million d'abonnés cumulés sur mes réseaux, donc ça commence à devenir conséquent. Ta marque de fabrique, justement, c'est ta casquette. Est-ce que Pour Bruno sans casquette, c'est toujours Bruno Maltor? Ouais. C'est un peu ce que je disais, ma casquette, c'est effectivement un peu mon costume cravate à moi. Pour l'anecdote, en fait, j'étais à New York en 2015, j'ai passé 2-3 mois à ce moment-là. Et quand j'étais à New York, j'ai acheté une casquette. C'était à l'époque où il y avait des stories sur Snapchat et il n'y avait pas encore les stories sur Instagram, donc ça fait 5-6 ans. Et je l'ai mise à l'envers et il y a plein de monde qui m'ont dit « Ah cool, ça fait vraiment blogueur, etc. » Et moi, je trouvais trop cool ce concept-là d'avoir un peu mon signe d'appartenance avec mon métier. Je trouve que c'est un des rares métiers où tu peux te permettre d'avoir une casquette et on te juge pas forcément négativement par rapport à ça. C'est juste ok, tu t'habilles comme tu veux, etc. dans mon taf. Et c'est un peu devenu au fil du temps effectivement mon signe de distinction. Et je l'aime bien, mais non, dans la vraie vie, entre guillemets, je la mets pas si souvent la casquette. Parce que ça me permet d'avoir un petit peu justement la distance entre mes réseaux sociaux et ma vie perso, entre guillemets. Ouais, le soir, tu tombes la casquette, quoi. Ouais, tout. Le soir, je tombe tout en général. Et alors, en tant qu'influenceur, donc tu influences ta communauté. Qu'est-ce que tu lui communiques comme valeur? De prendre un maximum de drogue, ce genre de choses, quand en général, c'est vraiment ça que... Non, je plaisante. En fait, j'essaye toujours de transmettre mes valeurs sans devenir le mec relou aussi. Par exemple, je suis végétarien depuis 5 ans. J'en parle de temps en temps sur mes réseaux sans être le mec qui va en parler tout le temps non plus parce que c'est un sujet qui est un peu touchy. Donc en fait, j'essaye de transmettre de temps à autre des petites des petites graines aux gens qui me suivent et ils en font ce qu'ils veulent. Après, voilà, c'est les inspirer via mes voyages. J'essaye toujours, par exemple, je sais que je suis allé en Inde l'année dernière, juste avant le Covid. Quand je suis allé en Inde, je suis allé au Madhya Pradesh. C'est au centre du pays, c'est la 2e plus grande région d'Inde, au centre, mais il n'y a pas grand monde qui y va. Donc j'essaye de faire sortir des sentiers battus les gens qui me suivent. Et c'est souvent d'ailleurs dans les endroits où tu t'attendais le moins que tu vas passer les meilleurs moments. Et comment Insta alors a changé justement ta manière de travailler, de voyager? Et c'est devenu aussi pour beaucoup un mode de voyage, d'aller chercher les spots instagrammables. Comment tu réagis face à ça? Tu peux voyager parce que tu as vu des belles photos sur Instagram, tout comme tu peux aller dans une destination parce que tu as vu une belle publicité dans un magazine, etc., etc. Enfin, j'espère, sinon ça ferait beaucoup de pertes en argent. mais oui, Instagram, c'est le nouveau média qui te permet de découvrir parfois des destinations. Moi, je sais qu'il y a des destinations que j'ai pu découvrir grâce à Instagram. Tu vas pas juste au spot, tu fais ta photo et tu te casses, tu vois. Tu prends le temps, tu profites, tu regardes les belles lumières, tu attends le bon moment, tu fais ta photo et tu peux t'en aller. Et c'est aussi ça que j'essaie de transmettre aussi d'ailleurs, c'est de pas tomber dans la consommation du voyage. Même si moi c'est mon métier de faire des contenus, j'essaie toujours de transmettre un peu l'aventure que j'ai vécue. Alors combien de pays au compteur? Je sais pas du tout. Et je plaisante même pas, j'ai jamais vraiment compté. Mais ça va très vite. J'ai fait 3 fois le tour d'Europe en train. Rien qu'en Europe, t'as déjà une bonne vingtaine de pays que j'ai dû découvrir. Donc plus de 50. Après, je sais pas. T'as pas une carte chez toi, sur ton mur, où tu mets des petits drapeaux quand tu te déplaces? Mes parents font ça en Haute-Loire, mais moi j'ai pas ça chez moi. Je devrais y songer à investir dans cette carte, un de ces 4. Ils font ça pour eux ou ils font ça pour te suivre? Pour me suivre, je crois. Ouais. Non, ils sont pas encore allés dans beaucoup d'endroits, mais non, c'est leur façon à eux de me suivre peut-être. Et je sais qu'ils écouteront ce podcast. Coucou maman. Alors tu parles souvent dans tes vidéos, tu incites souvent ta communauté en fait à vivre de sa passion aussi coûte que coûte. Pourquoi c'est si important pour toi? Parce que c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui m'a permis d'être globalement heureux, épanoui dans mon quotidien. Alors moi j'ai fait une école de commerce, j'ai un bac plus 5, etc. Et j'aurais dû signer un CDI dans une grande entreprise. Donc j'ai plein de potes qui ont fait ça et il y en a plein qui adorent. Mais malheureusement, j'ai quand même tendance à constater que la plupart de mes potes qui sont en CDI le sont un peu par défaut et non pas par vraie envie. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, attention, il y a plein de gens qui sont épanouis en étant en CDI, c'est très très bien. Mais la plupart de mes potes ne le sont pas forcément et j'ai l'impression que les gens, quand ils suivent une passion, un projet qui les a toujours fait vibrer, peut-être qu'ils vont plus galérer au début, peut-être qu'ils vont plus galérer tout court, tout du long de leur carrière en freelance, etc. Mais ils ont l'air tellement plus heureux que moi j'essaye de transmettre effectivement ce côté « qu'est-ce que tu as à perdre ?» En étant blogueur voyage, j'ai appris à faire de la photo, de la vidéo, à raconter des histoires, à être à l'aise à la caméra, à faire du community management, à faire du SEO, à faire de la rédaction d'articles, à faire des newsletters, à faire des événements avec plus de 1000 personnes, à sortir un jeu de société.
c'est des compétences que j'aurais jamais appris en 30 ans de carrière chez TF1 où j'aurais dû signer à la base. Enfin, bon, j'exagère, mais je pense vraiment que j'ai beaucoup plus appris en 7 ans en tant que blogueur que si j'étais resté en CDI à faire la même tâche plus ou moins tout le temps. Alors tu disais justement que tu étais végétarien en voyage. Ouais. Alors tu fais comment quand tu es invité à un barbecue argentin ou sud-africain ? Je mange du riz, ouais, c'est pas évident. Faut savoir qu'en plus, en Amérique latine, souvent, quand tu dis je suis végétarien, ils te donnent du poulet, quoi. Genre, ils disent pollo, c'est bon, quoi. Non, le pollo, c'est pas bon. Le pollo, ça reste un être humain, enfin, un être animal, en tout cas. Donc, laissons-le tranquille, ce pauvre poulet. Non, ouais, faut pas être trop exigeant parfois. Mais même en France, faut pas être si exigeant parfois. Hein. Quand tu vas au fin fond du Pays Basque, c'est pas toujours évident. Et ton premier voyage en solo, sans tes parents ? C'était en BTS, j'avais trouvé un stage, et en fait tu dois faire un stage obligatoirement pour valider ton BTS, c'est un BTS de communication, et je m'étais dit quitte à faire un BTS, autant le faire à l'étranger, comme moi j'ai un salaire, et au moins je vis la vie d'un local, etc. Et j'ai trouvé un stage en Allemagne, alors c'est pas très loin, j'ai fait allemand LV2, mais ça m'a permis de partir à l'aventure pendant 2 mois, et 2 mois à 18 ans avec ton petit sac à dos quand tu pars en Allemagne, même si c'est pas si loin, c'est quand même un beau périple. Donc c'était mon premier vrai voyage, entre guillemets, sans les parents. Et après, s'en est suivi des aventures au Québec, en Chine, à Shanghai où j'ai lancé mon blog, un échange universitaire à Lima au Pérou, alors que je parlais pas un mot d'espagnol. Enfin, plein d'aventures. Ça a été le premier vrai voyage où je me suis dit, en fait, c'est simple. En fait, c'est beaucoup moins complexe que ce qu'on pourrait penser. Et en fait, ça a l'air de m'apporter beaucoup, donc je vais continuer. Ça t'apporte quoi, essentiellement ? Plein de choses. Déjà, le simple sentiment de me sentir en dehors de ma zone de confort, j'adore ça. Je sais que j'étais au Guatemala il y a 2 ans et demi. Si tu vois cette carte derrière moi, c'est parce qu'on est enfin arrivé au parc national de Tikal. Je vais pas vous mentir, c'était un peu la galère, mais on y est enfin. Première chose qui m'étonne énormément, franchement, on est sur un des sites les plus touristiques du Guatemala et il y a visiblement pas grand monde. Et maintenant, il n'y a plus qu'à se perdre et à regarder s'il y a des animaux aussi d'ailleurs. Alors, il faut savoir qu'au Guatemala, les Guatémaltèques, comme on les appelle, sont le peuple le plus petit au monde. Ils font 1m49 en moyenne. Moi, je suis 1m84, même si on pense que je fais 1m20 en général, je sais pas pourquoi. Arrêtez de penser que je fais 1m20, s'il vous plaît. Et voilà, je me retrouve dans un bus avec plein de Guatémaltèques à côté de moi. 7 heures de bus, interminable. Évidemment, mes jambes, elles tapent devant. Je suis comme ça, je suis recroquevillé, j'en peux plus. Je suis avec mon pote Clément qui bosse avec moi, qui fait aussi 1m84. Et à un moment, mais genre vraiment, j'éclate de rire. Et ce sentiment de me dire, mais qu'est-ce que je fous ici? J'ai rien à foutre là. Je l'adore en fait. Parce que quand t'es en dehors de ta zone de confort, t'as rien à faire là, que t'es pas bien. Quand on dit d'aller aux toilettes, c'est un vieux bidon au loin sur la route. Tu sais, t'es vraiment, c'est pas ta vie normale, entre guillemets. Faut quand même se rendre compte d'un petit truc. Quand je regarde tout ça, c'est que c'est 1500 ans d'histoire qui sont là, derrière moi, qu'on peut contempler ensemble. Et c'est impressionnant, franchement j'ai vu beaucoup d'endroits dans ma vie, beaucoup de lieux extraordinaires comme le Machu Picchu, etc. Mais d'être dans un endroit aussi magnifique, perdu au milieu de la jungle avec des centaines d'animaux qui grouillent partout autour, franchement c'est impressionnant. Alors j'ai lu que petit, tu dévorais les cartes de voyage. Ça représente quoi une carte pour toi ? Alors ouais, effectivement, pour le coup, mes parents qui sont encore dans les cartes, hein, on en parle encore de ces sacrés parents avec les cartes, ils avaient affiché quand j'avais 3-4 ans une immense carte du monde à côté de mon lit. Et en fait, pour moi, qui vient d'un petit village de Haute-Loire de 200 habitants qui s'appelle Lieu-dit-Jussac, big up à personne qui vient de Jussac qui écoutera ce podcast parce qu'on est très peu de gens à Jussac. C'était un peu Disneyland Paris, et j'ai commencé à apprendre en fait toutes les capitales de tous les pays du monde et de demander à ma maman ou à mon papa de me faire réciter tous les soirs, dis-moi un pays, hop, je te dis le nom de la capitale. Et c'est comme ça vraiment que j'ai été passionné déjà par le voyage, et en grandissant avec les reportages de Yann Arthus Bertrand, avec Antoine de Maximi, J'irai dormir chez vous, etc. Je me suis rendu compte que tout ça, ça existait vraiment en fait, que c'était pas juste dans ma tête un rêve. Et c'est là que je me suis dit que ça serait trop cool de le découvrir plus tard, quoi. Et la capitale du Botswana, c'est quoi ? Ah, je sais plus du tout, je suis vraiment mauvais maintenant. Non, je vais pas mentir. J'ai tout oublié. Hein. Malheureusement, j'ai plus 5 ans. J'aimerais parfois. Ça me donnerait un peu plus de naïveté. Mais tu m'as eu. Tu nous disais justement que tu ne fais pas que voyager. En fait, tu as habité dans plusieurs villes, hein, Saint-Pète, Ouais. Lisbonne, Prague, Paris. Pourquoi avoir autant déménagé ? C'est vrai que je faisais à peu près une ville par an sur les 6 dernières années. Donc j'aimais bien l'idée de me dire, tous les ans, je pose mes valises à quelque part d'autre, quoi. Je trouve que la meilleure façon de voyager, si on en a l'opportunité, c'est évidemment de t'installer quelque part plutôt que d'y aller que 3-4 jours. Tu vas 2-3 jours à Prague, trop cool, tu vas voir le pont, tu vas voir la vieille ville.
mais tu verras peut-être pas le quartier où j'habitais qui s'appelle Žižkov, qui est un quartier extraordinaire. Ça serait cool de vraiment m'installer dans des villes que j'apprécie et de voir ce que c'est que de être un local quelque part en fait. Bienvenue en République tchèque et plus particulièrement à Prague, la capitale que vous connaissez sans doute parce que c'est la 5e ville la plus visitée d'Europe. Et si vous connaissez pas, voici cette ville. Bon après, la France m'a manqué au fil du temps naturellement, entre tous mes voyages etc. Et je suis revenu vivre à Paris, une ville que j'adore, je suis amoureux de Paris, j'aime trop. Et c'est très bien aussi, mais je me réserve le droit de peut-être repartir l'année prochaine, je sais pas moi, à Amsterdam, quelque chose comme ça. Je trouve ça cool de me dire que j'ai pas de limites et que le monde est mon terrain de jeu en fait. Et de toutes ces villes, quelle est ta préférence ? Aïe, ça c'est des questions horribles hein. Des questions très très compliquées. Non mais alors ça dépend, il y a plein de choses. Après c'est plus des souvenirs qui font que j'ai des attaches pour des villes ou pas, mais moi j'ai adoré vivre à Prague. Pour moi c'est une des plus belles villes d'Europe, qui a une histoire super intéressante. Mais voilà, non, il y a plein de villes qui sont super intéressantes. Prague, Montréal, New York évidemment, c'est trop cool d'avoir passé des mois à New York. Bref, c'est impossible de choisir, je suis désolé. Et alors tu as créé un jeu de société, Votre Tour du Monde. Donc tu as repris le nom de ton ancien blog. Pas original, hein. Le mec est pas original, non. Vraiment pas créatif. Non mais je trouvais que c'était assez évocateur pour une fois, donc c'était pas mal. Mais comment elle est née cette idée ? On était en plein confinement. Et en bon blogueur voyage pendant le confinement, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire quoi, parce que c'était pas gagné. Mais par contre j'ai été déstabilisé parce que bien sûr j'avais des dizaines de projets qui sont tombés tous à l'eau du jour au lendemain plus ou moins. Donc je me suis retrouvé sans rien, chez moi, bloqué comme tout le monde. Et c'est là que je me suis dit qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire de mon temps ? Je veux pas ne rien faire, c'est pas ma nature, moi je suis assez hyperactif. Donc je me suis dit je vais refaire mon blog de A à Z. Donc on a refait un beau blog voyage qui correspond à mon univers avec des graphistes qui m'ont aidé qui s'appellent Impulso qui sont extraordinaires. Et deux, j'avais encore du temps donc je me suis dit je vais faire un projet. Et à l'époque il y avait Lonely Planet, le directeur commercial de Lonely Planet qui m'a envoyé un email et qui m'a dit bonjour, j'aime beaucoup ce que vous faites, ce serait cool qu'on se rencontre. Moi, il y a Lonely Planet qui m'écrit, je me dis ok, je vais quand même les rencontrer. Donc on s'est rencontrés et il voulait qu'on fasse un bouquin à la base. Mais moi je voulais pas faire un bouquin pour faire un bouquin et dire ma vie, mon œuvre alors que j'avais même pas 30 balais à l'époque. Donc j'ai dit non pour un livre. Par contre je sais que je suis très joueur. J'ai cette fibre avec mes potes, on fait toujours des jeux de société, etc. Et je me suis dit que c'était dommage parce que je connaissais pas des masses de jeux de société un peu liés au voyage. Donc c'est là que l'idée est née, que j'en ai parlé à mon éditeur et j'ai créé le jeu avec des potes à moi, littéralement. On a passé un week-end ensemble, on s'est dit ce serait quoi, quelles seraient les règles qui pourraient être un peu sympas, qu'on soit pas que dans de la culture générale un peu relou, qu'il y ait un peu de stratégie, que la partie puisse se retourner d'une seconde à l'autre. Et c'est comme ça qu'on a créé le jeu Votre Tour du Monde. C'est pas un trivial poursuite, effectivement, c'est pas juste de la connaissance. Hein. On essaye, évidemment, il fallait qu'il y ait des questions quand même, parce que tu vas pas faire juste un truc avec un dé et tu tombes au Portugal et c'est que de la chance, quoi. Mais on a essayé de faire un truc qui est un peu fun, qui est lié à mon univers quand même, bien évidemment, parce que je suis le créateur du jeu, avec les photos sur les dos des cartes, etc. Alors, est-ce que tu connais toutes les réponses ? Attention, j'ai une autre. Est-ce que tu peux répondre à ta question ? À 500 km près, quelle est la longueur de la Grande Muraille de Chine ? Ah, je l'ai plus. Ça fait 1 an que je l'ai créé, ce jeu. Je vais dire une connerie, ça va être horrible. 1008. 1800 km ? Ouais, plus. 6500. 6005. Putain, au début j'étais à peu près à ça, mais je me suis dit c'est impossible parce que je me suis dit ça serait Paris-New York. Et je me suis dit non, à vol d'oiseau c'est pas jouable. Bah oui, c'est beaucoup plus grand effectivement. Est-ce que t'as pas peur de t'essouffler ? J'ai pas peur de m'essouffler, mais on va pas se mentir, en vieillissant, typiquement moi je sais que en général je me lève très tôt, je me couche très tard en voyage, typiquement en été. Moi, j'aime bien faire des belles photos si je le peux. Et ça se joue au lever de soleil et au coucher de soleil. Ça veut dire qu'au mois de juin, tu te couches à minuit et tu te lèves à 5h. Si tu veux faire une randonnée, etc., voire avant. Donc c'est vrai que le rythme, il est très soutenu et c'est pour ça que c'est un vrai métier et que c'est pas des vacances comme certains pourraient le penser. Je pense que mon corps me fait comprendre parfois qu'il faut que je fasse peut-être moins de voyages. Pas ne plus voyager, mais un peu moins de voyages. Mais ce qui est sûr, c'est que je continuerai à voyager parce que ça reste ma passion, donc je continuerai pour sûr. Pour découvrir l'entretien complet de Bruno Maltor, il y a le numéro 57 de l'hiver actuellement en vente avec la couve sur le Japon. Sinon, retrouve AR, magazine voyageur, sur ar-mag.fr, Instagram,
Twitter, Facebook et dans les kiosques bien sûr. Et si tu as besoin d'une assurance, pense à Chapka. On les remercie de soutenir Aller-Retour le podcast. À bientôt pour de nouvelles aventures. Oh, c'est bien comme ça. J'adore, vas-y. Super. C'est bien.